Hey man, yo kakampe. Bonjour et bienvenue à Conversation en Noir. Mon nom est Jean-René Dominique Cuilou, votre présentateur. Pour cette nouvelle édition de Conversation en Noir, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Ndiaye, qui est aussi connu sous le nom de Webster. Évidemment, c'est un artiste, historien de formation, conférencier et aussi auteur. Et pour cette conversation, nous allons principalement discuter autour de l'enseignement de l'histoire ici au Canada. Et notre thème sera sur l'enseignement de l'histoire des Canadiens noirs, des Québécois noirs comme acte politique et instrument de changement dans la cité. Alors, sans plus tarder, nous allons souhaiter la bienvenue à Webster. Webster, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir prendre le temps de discuter avec vous. Parfait. Juste d'entrée de jeu, avant de commencer, j'étais curieux. Le nom Webster vous vient d'où? Est-ce que ça vient du show américain qui était dans les années 90, fin, ou c'était juste votre nom de scène comme ça? Est-ce qu'il y a une signification particulière? En fait, oui, c'est que c'est mes amis dans les années 90 qui me taquinaient parce que j'ai toujours aimé lire. Okay. Ils me taquinaient, ils me disaient « Ah, toi, tu connais tout, t'es le Webster, le dictionnaire. » OK. Et donc, c'est pas l'émission, mais c'est le dictionnaire, l'origine du nom. Ah, parfait. J'espère qu'on va profiter de vos connaissances. Avant d'entrer sur le vif du sujet, juste en général, vraiment, pourquoi vous avez été attiré vers l'histoire? Pourquoi l'amour de l'histoire? Connaître un peu sur l'histoire? C'était quoi le déclic? Pourquoi vous êtes dirigé vers l'histoire? J'ai toujours été intéressé par l'histoire. Depuis ma jeunesse, même au secondaire, c'était ma matière la plus forte. Donc, j'ai fait des cours spécialisés en histoire et au cégep et à l'université. Donc, l'histoire m'a toujours parlé. Et c'est en sortant de l'université que je me suis rendu compte qu'il y avait un pan d'histoire dont on m'avait pas parlé, qui est cette histoire afro-canadienne et afro-québécoise. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de m'y intéresser. Je dis souvent que j'ai trébuché sur cette histoire-là parce que je ne la cherchais pas, je la connaissais pas. Et puis, je suis tombé sur des informations qui me disent, mais attends, il y a une présence africaine au Québec, au Canada, depuis les années 1600. Et donc, à partir de ce moment, j'ai suivi ce fil-là jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais pour moi, de m'y intéresser n'était pas assez. Et je devais pouvoir partager cette histoire-là aussi. Excellent. Je pense que c'est une très bonne transition parce que pour ceux d'entre nous, tous ceux qui avons grandi ici, avons passé à travers le système scolaire du Canada, on peut voir que dans l'enseignement de l'histoire, je veux dire, la présence noire ou africaine n'est pas du tout mentionnée. Et quand on mentionne même l'histoire avec les Premières Nations, les Autochtones, c'est quasiment comme si c'était l'œuvre civilisatrice, c'était là, ils ont fait les échanges et puis les ont aidés avec le coureur de bois et tout ça. Et ça m'amène sur cette question de savoir, est-ce que c'est quelque chose de voulu, expressément, d'essayer d'effacer cette histoire-là, ou bien ils se disent, c'est tellement marginal qu'il n'y a même pas besoin de l'enseigner ou bien de le mentionner? Je crois qu'il y a un peu de tout ça. Je crois, parce qu'en fait, on a fait un choix de ce dont on voulait parler dans notre trame narrative nationale en dehors de l'école, c'est-à-dire pour ce qui est de la question afro-canadienne. Tout le monde va parler de l'Underground Railroad. Tout le monde connaît l'histoire des personnes asservies qui fuyaient les plantations pour venir se réfugier au Canada. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a oublié tous les éléments de notre propre histoire afro-canadienne, à part celui-ci? Hein? Parce que celui-ci nous fait nous sentir bien. Quand oui, nous sommes les héros face aux États-Unis, nous accueillons ces personnes afro-états-uniennes, mais
On parle pas de comment quand elles arrivaient ici, qu'est-ce que ces personnes vivaient. Et je veux dire, c'était pas facile non plus. Ils devaient se buter au racisme, aux obstacles systémiques aussi. Et donc, on a seulement conservé des éléments qui nous plaisaient de notre passé. Et même, vous parliez des Autochtones. Même la manière dont on raconte l'histoire de la colonisation, c'est une histoire d'une colonisation main dans la main, tout sourire, parce que c'est pas la colonisation à l'espagnol, mais tout d'un coup, ouf, ça va. C'est comme si les Autochtones nous attendaient l'élément européen pour pouvoir construire cette société-là. Mais je veux dire, on le voit le résultat aujourd'hui, on est loin du compte. Et donc, même notre manière de percevoir la colonisation européenne, même la manière de percevoir les relations autochtones est teintée de j'ai envie de dire, de ce wishful thinking. Donc, cette manière d'espérer d'espérer notre passé, finalement. On construit notre passé de la manière dont on voudrait qu'il soit versus comment il s'est passé. Et donc, maintenant, concernant l'histoire afro-canadienne, pour moi, je parle souvent d'une négation qui a fonctionné. C'est-à-dire, au début, au 19e siècle, quand on s'est mis à écrire l'histoire, et je pense notamment à des historiens comme François-Xavier Garneau, dans les années 1840, qui écrit Histoire du Canada, eh bien, Garneau va nier l'esclavage. Il va dire, nos ancêtres français n'ont pas cru bon d'avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. Et il écrit ça une quarantaine d'années après la disparition de l'esclavage au Québec, à l'époque Bas-Canada, et une douzaine d'années après son abolition dans l'Empire britannique. Et donc, quelques années plus tard, à son époque, les gens vont le reprocher à Garneau. Ils vont reprocher à Garneau cette omission, on peut lui dire, c'est pas vrai, Garneau, il y a eu des esclaves ici, il va document, tel document, tel document, et on ne comprend pas comment est-ce que on comprend pas. Ouais, bah écoutez, il y a eu de l'esclavage, vraiment pas beaucoup, point, tourne la page. Et par la suite, les gens ont perpétué cette notion comme quoi il n'y avait pas eu d'esclaves ou très très peu, d'une manière anecdotique qui ne vaut pas la peine d'être racontée. Et il y a aussi le fait que tout au long du 19e siècle, du 20e siècle, notre histoire a été construite à travers un récit national bipolaire, c'est-à-dire anglophone-francophone, à travers cette dite fracture linguistique. Donc, il n'y avait pas de place pour les Autochtones, pas de place pour l'élément noir, ou plus tard l'élément asiatique, ou même dans les années 1700, l'élément juif. Et vous savez, quand on parle des deux solitudes, qui est basé sur un roman des années 1940, eh bien, il y a un troisième protagoniste, et cette personne est noire. Tu vois? Et donc, pour moi, ce roman est vraiment à l'image de cette expression, les deux solitudes, parce qu'on a l'élément anglophone, l'élément francophone, et le noir qui est ici depuis plus de 390 ans, on l'a extirpé de notre trame narrative. Ouais, effectivement, juste pour rejoindre ça, comme tu dis, c'est plus tard, même moi, tu vois, comme je pensais Alexandre le Grand, Olivier le Jeune, même Afriqueville, même toutes ces histoires-là, je l'ai appris sur les tas, sur moi-même, juste comme ça, parce que je m'intéressais sur les sujets. Même après, j'ai appris, tu vois, à l'université McGill, l'université Queen's, sur la ségrégation contre le noir qui ne pouvait pas s'inscrire à l'université. Donc, tous ces pans de l'histoire-là, comme moi, je trouve qu'il est sciemment oublié parce que, évidemment, on veut garder cette image-là du Canada accueillant, etc., du Québec. Et ça m'amène sur cette question de savoir pourquoi, selon vous, l'histoire en tant que ça, et puis l'enseignement de l'histoire est éminemment politique. Pas politique, évidemment, avec le sens électoral du terme, mais politique au sens d'une construction de l'identité, de l'organisation de la vie de tous les jours. Parce qu'il y en a qui argumentent souvent, dire ben, si on veut créer une nation, si on veut créer un peuple avec tu vois, l'imaginaire commun, alors il faut tout faire pour avoir
les côtés glorieux, pour essayer de... Voilà, ces côtés-là patriotiques. Et puis ils disent, ben, tellement que l'élément, la présence noire était vraiment très marginale, je trouve que c'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point-là, sur l'aspect vraiment politique de l'enseignement ou même d'écrire l'histoire d'un pays ou d'un peuple? Mais quand on écrit l'histoire d'un pays ou d'un peuple à travers ces seuls coups glorieux, c'est plus de l'histoire, c'est de la propagande. Mm-hmm. Et donc, c'est une construction identitaire faussée parce qu'on ne fait qu'axer sur les grands pans. Puis de toute façon, qu'est-ce qui constitue une histoire glorieuse? C'est toujours à travers la guerre, à travers la domination. Et donc, ça, ici, il y a un problème qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être mis de l'avant en histoire? Et ça revient à ce dont on parlait un peu plus tôt, où jusqu'à la mi du 20e siècle, l'histoire qui valait la peine d'être racontée pour les historiens, c'était l'histoire de l'homme blanc de l'élite. Et donc, on parle pas des femmes, on parle pas des paysans, on parle pas des autochtones, on parle pas des personnes afrodescendantes ou africaines. Et donc, on va parler dans l'histoire seulement si la personne, c'est un roi, un aventurier, membre de l'élite, religieux. Et les femmes, seulement s'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé. Et les autochtones, ben, on va en parler seulement s'ils ont tué les saints martyrs canadiens. Et donc, cette histoire-là qui a contribué à façonner ce que nous sommes, a perpétué ce mythe de la supériorité blanche, euro-occidentale, versus tout le reste de cette histoire-là. Quand on parle d'histoire patriotique, quand on parle d'histoire glorieuse, on parle pas pourtant de Sylvanus Desmarais, ce jeune qui est à l'époque de l'esclavage aux États-Unis, un chasseur d'esclaves s'est rendu jusqu'au Canada, l'a attrapé, l'a amené dans un train et la communauté noire de Chatham est sortie. Ils sont sortis 100 personnes, au moins 100 personnes armées, sont entrées dans le train. Puis on dit, il reste ici, tu vois. Et donc pour moi, ça, c'est une histoire glorieuse. Mais on n'en parle pas. Complètement oublié. 1854 à St. Catharines, toujours en Ontario. Il y a deux grands hôtels, le American et le St. Catharines. Les serveurs vont refuser d'entrer au travail pendant un mois, à tel point que les politiques seront obligés de changer et de transporter les personnes noires dans les calèches. Pour moi, c'est une histoire glorieuse. Les porteurs de train qui sont fédérés, qui sont syndiqués, qui faisaient les liens entre les différentes communautés. Donc, après ça, en fait, c'est tout ça pour dire qui détermine qu'est-ce qu'une histoire glorieuse? Qui détermine à quel point l'histoire est glorieuse ou pas? Et donc, encore là, il faut changer le paradigme, il faut changer la manière de voir, de penser les choses. Qu'est-ce qui constitue une histoire glorieuse ou pas? Comme juste hier soir, je lisais à propos de comment les études classiques de l'Antiquité gréco-romaine, finalement, a contribué à ce mythe de la supériorité blanche, qui a contribué à l'esclavage, qui a contribué à la colonisation et des Amériques et de l'Afrique, qui a contribué finalement au nazisme, au fascisme, etc. Et donc, il y a des enseignants en ce moment, des scholars, entre autres aux États-Unis, qui disent, un instant, il faut revoir comment est-ce qu'on perçoit et comment est-ce qu'on raconte cette histoire. Parce qu'en ce moment, comment c'est raconté ne fait que supporter cette thèse de supériorité intellectuelle, morale, politique, sociale des Européens et des Eurodescendants. Et donc, il faut revoir comment cette histoire est racontée, comme revoir comment notre propre histoire locale est racontée. Ben, comment répondre à ceux qui disent, ben, l'histoire c'est qu'elle est, ça s'est passé, il y a eu la conquête, nous sommes, entre guillemets, les descendants des vaincus, c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire, veut pas quand ils pensaient, ils créaient le pays, que ce soit le Québec, le Bas-Canada, quand ils pensaient qu'ils créaient le pays, c'était vraiment un pays à majorité blanc, non blanc,
alors c'est pas étonnant que l'histoire avec un H majuscule, l'histoire, on va dire, officielle, ben, va raconter cette épopée-là, cette conquête-là, cette aventure-là. Et ils sont venus dans le Nouveau Monde et puis ils ont bâti ce pays-là. Et l'argument de l'assimilation rentre en cause que c'est ouvert à tout le monde, mais si vous voulez appartenir, ben, il faut s'assimiler à cette histoire-là, à cette épopée glorieuse-là, que malheureusement, c'est l'accident de l'histoire, ben, a été faite et écrite par des hommes blancs. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Ben, écoutez, je pense que c'est finalement, au final, on dit que c'est une histoire écrite par la force. C'est-à-dire que la conquête, etc., fait à travers la force a permis d'écrire cette histoire-là. Mais tout est histoire. Et toute histoire est positionnée. Et tout historien est positionné aussi. Donc, on raconte l'histoire de la conquête britannique. Fine. Mais on peut raconter l'histoire de la Nouvelle-France aussi. On raconte l'histoire de la Nouvelle-France. Fine. Mais pourquoi est-ce qu'on raconte pas l'histoire des Panis, des esclaves autochtones? Et donc, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont juste décidé de couper qu'est-ce qui valait historiquement et qu'est-ce qui ne vaut pas. Et je pense que on doit raconter toutes ces histoires-là parce que toutes ces histoires font partie de notre histoire globale. Toutefois, la manière dont est racontée notre histoire, en fait, perpétue ou est ancrée dans ce contexte de racisme systémique et est ancrée dans ce contexte suprémaciste. Parce que notre société a été bâtie ici sur des terres autochtones dans un processus d'exclusion et de domination. Ces institutions se sont perpétuées et donc ce sont des membres de l'élite, une élite qui, les seuls qui avaient cette mobilité sociale pour arriver jusqu'à l'élite étaient des personnes blanches. Comme je dis toujours, est-ce qu'on a vu des juges noirs dans les années 1820 ou des juges autochtones ou des juges femmes? Non, parce que la mentalité de l'époque ne permettait pas de voir une personne noire avec une toge noire en position de juge. Il n'y avait pas cette mobilité sociale-là. Donc, s'il n'y a pas cette mobilité sociale-là, il n'y a pas les outils pour fasciner le récit historique. Et donc, pour moi, la manière de raconter l'histoire est ancrée dans ce cadre plus large de comment notre société a été fondée sur des bases d'exclusion et sur des bases, sur une fracture raciale qui déterminait qui peut être en position de pouvoir, qui ne l'est pas. Intéressant. Et pourquoi, juste pour le ramener plus précisément au Québec, pourquoi vous pensez que le Québec a de la misère à vraiment reconnaître et accepter qu'il y a eu de l'esclavage sur son sol? Parce que l'argument qu'on attend souvent, c'est de dire vous importez des notions, c'était pas comme aux États-Unis, il n'y avait pas de plantation ici, etc. et tout ça. Donc, c'est pas la même chose, c'était pas la même ampleur. Et puis, en même temps, la position du peuple québécois qui déjà en soi face à l'anglais, on va dire, le côté anglais, ils se sentent déjà comme en minorité, en domination, un peuple faible. Alors, est-ce que c'est le réflexe de dire que, OK, on a d'abord, on va dire, un pays à faire accepter, on a d'abord une histoire, un peuple à faire reconnaître face aux Anglais et à leurs descendants. Et cette histoire-là, elle dit peut-être on va régler ça après, ou bien ça, c'était tellement marginal, comme je dis, c'était pas la même affaire qu'aux États-Unis, donc circuler, laisser faire, quoi. Il n'y a rien à voir ici. Il y a plusieurs éléments. Concernant la dimension importation des États-Unis, je pense qu'encore une fois, les gens choisissent bien ce qu'ils ont envie d'importer. C'est-à-dire que la lutte des patriotes dans les années 1830 était une grande importation américaine, entre autres. C'est-à-dire que les gens voulaient faire une république comme les États-Unis ici. Et d'ailleurs, plusieurs se sont exilés là-bas. Mais ça, c'est le type d'importation correcte. Hein? Quand Pierre Vallière écrit Nègre blanc d'Amérique, lui, il est fasciné par le mouvement afro-américain et les luttes afro-américaines. Donc, c'est comme si, encore une fois, on importe certains éléments
mais ça va. Pour ce qui est du reste, ça fait plus de 100 ans qu'à chaque fois que les Afro-Canadiens désirent lutter, on leur dit qu'ils importent des États-Unis. Excusez-moi, c'est-à-dire dans les années 1920. Quand les gens luttent pour leurs droits, on leur dit, mais vous faites comme les Américains. Dans les années 1940, on leur dit, vous faites comme les Américains. Dans les années 1960, avec l'émeute à Sir George Williams University à Concordia, on leur dit, vous importez des États-Unis des dynamiques qui n'ont pas lieu ici. Donc, ça fait plus d'un siècle, et même plus, on peut remonter au 19e siècle, où est-ce que notre point de comparaison, ce sont les États-Unis. Mais tu parles de comment la barre est basse. Tu vois, on va se comparer à l'élément le plus bas. C'est facile. Et donc, c'est facile parce que finalement, on dit, regardez aux États-Unis comment c'est grave. Ouf, ici, c'est pas comme ça. Ça permet de discréditer toute demande. Ça permet de discréditer tout positionnement pour dire, nous voulons un contexte, un cadre de vie meilleur. On veut une plus grande acceptation. Les États-Unis, ils ont leurs propres problèmes, mais nous avons notre propre problème aussi. Et donc, quand on veut parler d'esclavage, et quand en fait, les gens qui disent qu'on importe les choses des États-Unis ont une grave cécité historique. Déjà, on ne sait pas qu'il y a eu l'esclavage ici. Mais surtout, on ne sait pas quel type d'esclavage il y a eu ici. Oui, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Et ça, il n'y a personne qui essaie de dire que c'est pas la même chose que les États-Unis. C'est quelqu'un qui connaît suffisamment cette histoire-là va le dire. Bien sûr, c'est pas la même ampleur. Mais après, on peut venir sur le pourquoi de c'est pas la même ampleur. Et pour moi, entre autres, très rapidement, je pense que c'est une question climatique. Mhm. Il fait trop froid pour avoir des plantations de coton, de canne à sucre, de cacao. Parce qu'on veut des esclaves ici. Mais notre économie n'est pas une économie agraire comme ailleurs dans les Amériques. Partout ailleurs dans les Amériques, on a eu l'esclavage pour faire rouler l'économie. Ici, on a des esclaves, mais dans les maisons, des domestiques. Et donc, pour moi, c'est une question climatique au final, de positionnement géographique. Et donc, on a cette cécité qui, finalement, c'est trop facile de pouvoir dire, de regarder, vous faites comme aux États-Unis, quand les gens ont leur propre enjeu ici. Et je veux dire, notre système a été basé, je l'ai dit un peu plus tôt, sur un système d'exclusion. Je lisais dans les années 1950, il y a un journal, je donne souvent cet exemple, un journal qui s'appelle L'Autorité, en 1953. Il fait une grande enquête sur la condition des personnes afro-montréalaises. Et il titre comparé à l'Alabama, donc tu vois déjà, on y revient, comparé à l'Alabama, Montréal demeure le paradis des nègres, en autant qu'ils soient porteurs ou serreurs de souliers. Et sous-titre, sur 6000 nègres, pas un policier, pas un conducteur de tramway, pas un facteur. Dans les années 1950. Donc, encore dans les années 1950, on parle d'une absence de mobilité sociale. Cette absence de mobilité sociale qui a une incidence sur tout le reste, qui a une incidence sur quel type d'école les jeunes vont aller, sur quel type de quartier ils vont habiter, sur quel type de stabilité et psychologique et de la santé physique. Donc, tout ça est interrelié, ce qui finalement nous amène à aujourd'hui. Intéressant. Si on amène aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui et le futur. Là, on arrive, on a qui le veuille ou pas, qu'on veuille pas, de souche, pas de souche, machin. On ne s'intéresse pas à ce truc-là. On est là, notre présence est là. Et puis, je le dis à d'autres personnes, on n'ira nulle part. Et puis, il n'y a personne qui va se laisser faire. La réalité, c'est que… Si je peux sauter juste rapidement. Mm-hmm. Quand les gens me parlent de souche là, je leur dis, avez-vous déjà vu une souche avec une seule racine? Non, c'est un bon point. Il y a d'autres personnes qui disent, je sais pas moi, une souche, quand tu retraces aussi tes ancêtres à Saint-Malo, quelque part en France, je veux dire, comment profond. Ça, pour moi, c'est juste
un faux débat. Je veux dire, les gens sont là, ils iront nulle part et puis ils vont faire valoir leur présence ici. Mais le but, c'est que, veut pas, on a une société maintenant, on va dire, tu sais, on n'aime pas trop cette expression-là, mais de facto, c'est peut-être racial, entre guillemets, personnes racisées, multiculturel, whatever. Comment on fait alors pour raconter l'histoire, la vraie histoire, comme moving forward, aux jeunes, nouvelles générations, parce qu'à un moment donné, ça sera plus, je veux dire, soutenable de juste exclure d'autres personnes. Alors, comment on fait pour raconter? Est-ce qu'on fait comme à l'américaine, on fait semblant que, voilà, on va choisir un mois, le février, où on va nous parler d'Olivier Lejeune, Alexander Grant, Viola Davis, on va nous parler de tout ça, ou bien ça sera vraiment incorporé dans le cursus, là où on parle vraiment, voilà, il y a eu ce type, voilà, d'esclavage ici, et puis on parle des causes, de pourquoi. Alors, c'est quoi le challenge? Comment on fait pour finalement raconter notre histoire? Bah, déjà, février est pas assez. C'est-à-dire que février, ouais, fine. Mais c'est trop facile de tout vouloir mettre en février. C'est comme, tu vois, fin janvier, là, début février, tout le monde m'écrit, on veut une conférence, on veut une conférence. Mais je suis comme, vous savez, on peut la faire en juin, la conférence. On peut la faire en septembre. Il n'y a pas de problème. On va en parler en novembre de cette histoire-là. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Et donc, février, ça permet de mettre le spotlight. De dire, hey, regardez. Mais l'important, c'est de sortir de février. Et comment est-ce qu'on parle de cette histoire-là? Pour moi, il y a plusieurs éléments. Parce que, je dis, il faut l'enseigner dans les cours. Il faut l'enseigner à l'école. Il faut que ça soit dans les manuels scolaires. Toutefois, je compte pas attendre après le gouvernement, et certainement pas le gouvernement qu'on a en ce moment aujourd'hui au Québec. Je dis, on va pas attendre après le gouvernement. Ça, c'est une chose. Mais il faut faire autre chose. Il faut faire des livres. Mais toutefois, je vais pas attendre que quelqu'un ait envie de lire. C'est pas tout le monde qui a envie de lire. Et donc, les livres, c'est pas suffisant. Après ça, et ça, je dirais que c'est beaucoup ce sur quoi je me concentre, c'est de varier les techniques et les véhicules de diffusion. Admettons, je fais une exposition au Musée des Beaux-Arts. Ça permet d'apprendre la résistance des personnes asservies ici, qui étaient principalement à la fuite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Après ça, livre jeunesse, Olivier Lejeune, on va parler le grain de sable, on va parler aux plus jeunes pour qu'ils puissent comprendre cette question-là. Entrevue, podcast, et ça, je dis seulement de mon point de vue. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, que ce soit des films, des téléséries, des petites capsules de 10 minutes sur Internet, tout ça pour, en fait, pénétrer les consciences et inconsciences collectives. Je pense que nous sommes là, en fait, par rapport à cette lutte de réappropriation de l'histoire. C'est que si on parle à quelqu'un, on lui dit esclavage, la personne n'a pas comme seul référent les champs de coton du Mississippi. Qu'elle puisse avoir référent d'ici. Quand on parle de résistance, est-ce qu'on va seulement penser à Martin Luther King, Rosa Parks, ou on pourra penser justement à Viola Desmond ou Alexander Grant? Et donc, et pour que ça pénètre nos consciences et inconsciences collectives, on ne peut pas que se limiter au gouvernement et aux livres, qui sont habituellement les véhicules de communication officiels et classiques. On va écrire un livre, puis on va dire au gouvernement, faut en parler. Mais il y a tellement d'autres choses, et c'est ça qu'il faut faire, des bandes dessinées, je parle des comics, des XY, autant qu'il y a de personnes, il y a de manières de le faire. Mais je pense que les gens doivent s'intéresser à cette question-là et doivent y participer. Mais je le vois, le changement. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là il y a 15 ans. Et il y a une quinzaine d'années, personne n'en parlait. Et à l'époque, j'avais écrit une chanson, Québec historique, pour rapper à propos de cette histoire-là. Et je suis passé en entrevue, puis quand je parlais de cette histoire-là, tout le monde était « Pour vrai, mais arrêtez, mais voyons ». Et aujourd'hui, les gens me posent même la question. Ils me disent « Ouais, alors, l'esclavage ici ». Tu vois, donc, ouais, c'est combat des idées. Hein. C'est ça. Donc, il y a un pas. De mon point de vue, il y a un pas de franchi. Il y a plus de gens qui connaissent ou qui veulent connaître, mais ça sort pas du néant. Ça sort plus du néant. C'est-à-dire qu'on a déjà
un peu plus. Toutefois, ça en prend beaucoup plus encore. On a encore beaucoup de travail, mais je vois le chemin qui a été parcouru depuis 2005 à aujourd'hui. Ben, c'est très intéressant, mais je ne sais pas, est-ce que vous préparez, vous avez des expositions qui s'en viennent? Juste parlez-nous de vos projets, est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer en ce moment, peut-être une autre exposition ou un autre type de, je ne sais pas moi, BD ou quoi que ce soit, chanson, comme ça? J'ai beaucoup d'idées en tête, mais ce qui me manque, c'est le temps pour les mettre en œuvre. Mais l'exposition Fugitif est toujours en ligne. Au fugitif.ca, fugitif au pluriel, donc les gens peuvent aller visiter les œuvres, mais aussi lire à propos ou écouter, parce que c'est un podcast aussi, pour écouter à propos de cette histoire-là. En fait, en ce moment, je travaille sur la traduction d'un livre qui s'appelle The Racial Contract, le contrat racial, d'un philosophe qui s'appelle Charles W. Mills, qui explique toute cette notion de comment, en fait, notre monde aujourd'hui a été fasciné par ce dit contrat racial, par la notion de race. Ce qu'on a vu les 500 dernières années à travers l'esclavage, la colonisation, qui ont permis à l'Europe de se positionner différemment d'un point de vue économique et technologique, qui a permis la colonisation un peu plus tard au 19e siècle de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Et donc, tout ça entre dans un contexte philosophique du contrat racial. C'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est difficile à traduire, mais c'est le travail sur lequel, c'est le projet sur lequel je travaille principalement aujourd'hui. Et je travaille sur un projet de balado, de podcast, aussi avec Radio-Canada, conjointement avec mon père. Et donc, on revient sur les traces d'un ancien esclave qui a fui la Virginie pour se réfugier à Boston. De Boston. Parce qu'à Boston, il a été arrêté, puis on voulait le juger pour le renvoyer dans le sud. Et il y a des gens qui sont entrés dans la salle d'audience, l'ont pris, puis l'ont envoyé à Montréal. Il a passé toute sa vie à Montréal. Et donc, nous revenons sur les traces de cette personne à Montréal, mais aussi en Virginie, à Boston. Donc, pour raconter cette histoire-là, raconter cette résistance aussi à la résistance à l'esclavage, mais résistance aux obstacles systémiques aussi, et de montrer un peu le lien de Montréal, du Québec, avec cette histoire-là. Parfait. Bah, c'est très intéressant. Et ben, on va garder un œil sur ce projet-là et puis le livre à venir. Et juste pour conclure, on va venir conclure sur une note assez positive. S'il faut parler, ben, il y en a plein, ben, d'un nom comme ça sur l'histoire de la présence noire ou africaine, afrodescendante au Canada, que le nom devrait retenir et aller chercher, c'est documenter plus et juste puiser juste pour connaître un peu plus. Wow, il y a beaucoup de noms. Mais si tu me dis un, je vais dire un. Et le nom qui me vient en tête, c'est toujours Alexander Grant. Alexander Grant, qui est réellement, je dirais, peut-être le premier activiste afro-descendant au Québec, à Montréal, dans les années 1830, où c'est le premier à donner une voix à cette communauté, à utiliser des processus de communication comme les journaux, entre autres. Il va publier des pamphlets dans les journaux pour dénoncer le racisme, pour prendre position sur ce qui se passait à l'époque. Et Grant va vivre qu'environ 8 ans à Montréal, mais aura un impact significatif, selon moi, de point de vue historique, sur la communauté à l'époque. Et donc, après ça, je pense que dans chaque province, on peut trouver des personnes phares de la communauté à travers les 19e et 20e siècles et même avant. Et donc, de mon point de vue d'une personne qui habite au Québec, je vais parler d'Alexander Grant. Ah ben, parfait. Ben, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et moi aussi, il y a un an, je ne sais pas, c'était le premier Afro-Canadien d'avoir été comme
élu à une office public, là. C'était office municipal, c'était Abraham Shad. Je sais pas. Ouais, ben, souvent, c'est celui qui me vient à l'esprit, là. Donc, aux années 1800 également. Ben, c'est très intéressant. Ben, merci beaucoup. Encore une fois, c'était Conversation à Noir avec Webster. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Je mentionnais, c'est aussi un artiste. Donc, vous pouvez aller supporter ses chansons, son art. Je crois que c'est dans toutes les plateformes. Hein. Vous pouvez le chercher, Spotify. Je sais pas si... Je crois que vous avez sorti une nouvelle chanson ou bien quelque chose comme ça. J'ai vu sur les réseaux. Oui, récemment, avec Sans Pression, quasiment over pour le projet Royauté. Ah ben, parfait. Donc, c'est tout pour nous. Ben, j'espère que vous allez rester branchés pour un prochain numéro. Et puis, dès que le livre va sortir, évidemment, ce sera un plaisir de vous recontacter. Vous avez une idée à peu près vers quelle année? D'après moi, peut-être d'ici l'année prochaine, parce que de toute façon, 2022 marque le 25e anniversaire de la sortie de ce livre-là, qui était sorti en 1997, jamais traduit en français. Et donc, d'après moi, il devrait sortir d'ici 2022, là. OK, ben parfait. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et merci pour votre travail. Et puis, on se dit à la prochaine. Voilà, merci de m'avoir invité. À la prochaine. Hey man, Yoka Kampe.